Depuis plusieurs années, nous assistons à une véritable renaissance du métier de brasseur. Il y a 15 ans, il y avait seulement 120 brasseries ou microbrasseries réparties dans toute la France. Aujourd'hui, on en compte plus de 1300 et dans ce secteur, tous les indicateurs sont au vert. Je suis Olivier Malcura, je suis journaliste. J'ai toujours bu de la bière avec modération, mais j'ai découvert la bière lorsque je suis arrivé dans le Nord il y a 12 ans. Derrière la mousse se cache le brasseur, ce sont des gens généreux, authentiques, passionnés, avec une histoire singulière. Dans cette première saison, au rythme d'un vendredi sur deux, je vous emmène à la rencontre de brasseurs des Hauts-de-France. Épisode 7, Mathieu Dhuicq, brasserie Dhuicq à Jeanlin, près de Valenciennes, dans le Nord. En reprenant en 2014 la direction de la brasserie familiale, Mathieu Dhuicq, 37 ans, inscrit son nom dans une lignée de brasseurs ancrée dans la tradition des bières du Nord depuis près d'un siècle. S'il a aussi l'ambition d'innover, le jeune chef d'entreprise perpétue un savoir-faire qui se transmet de génération en génération depuis son arrière-grand-père. Chez Dhuicq, la bière est une aventure familiale et aujourd'hui, Mathieu Dhuicq continue d'écrire l'histoire. C'est une histoire de famille, je représente la 5e génération de brasseurs de père en fils. La première génération était brasseur à Zegerskapelle dans les Flandres françaises. Et mon arrière-grand-père est arrivé à Jeanlin, dans le village de Jeanlin, en 1922. Il a racheté une ferme brasserie existante. Il y en avait 3 dans le village à l'époque, en 1922. Très rapidement, il a arrêté l'activité agricole, donc de la ferme, pour se concentrer sur la partie brassage. Il a lancé une bière que tout le monde connaît aujourd'hui, qui est la Jeanlin Ambray, qui n'avait pas son nom à l'époque, mais qui était une bière Ambray. Et sa volonté, c'était de sortir un peu des sentiers battus dans un monde ultra dominé par les bières blondes. Il s'est dit, moi, je vais faire une bière Ambray. Il a eu une chance incroyable, c'est que la brasserie a grandi petit à petit et est arrivée la Seconde Guerre mondiale. Et la brasserie a eu de la chance de passer à travers les gouttes de la Seconde Guerre mondiale. Pourtant, on est clairement sur une ligne de front. Mais on a cette chance-là, donc de garder nos cuves, de garder l'activité. La brasserie s'est quasiment pas arrêtée de tourner. Et puis mon grand-père, donc le fils de mon arrière-grand-père, l'a rejoint après cette Seconde Guerre mondiale pour continuer le développement de la brasserie. Qu'est-ce qui fait que les Allemands ne se soient pas intéressés à cette brasserie parce qu'elle était cachée en quelque sorte dans une ferme ? Il y a forcément un peu de ça, effectivement. Il faut imaginer la brasserie à l'époque comme une ferme carrée et sans éléments extérieurs qui permettent de savoir qu'il y a une brasserie à l'intérieur. J'imagine aussi qu'à l'époque, il y avait une certaine forme de discrétion qui est bien accrochée aux familles du Nord, qui permettait effectivement de faire en sorte d'être le plus discret possible. Et d'autres brasseries alentour, à quelques kilomètres d'ici, ont subi le sort de l'armée allemande et ont été réquisitionnés. Et nous, on est passé à travers. C'est vraiment une chance. Voilà, il faut le prendre comme ça. Ça représente quoi à l'époque pour le village, donc cette brasserie c'est déjà de l'emploi, c'est déjà il y a une vraie réalité, une vraie implantation. Il y a une vraie implantation. C'est une tradition dans le Nord. Les brasseries sont une véritable terre de tradition. Quand je vous disais qu'il y avait trois fermes brasseries dans le village, c'est pas que dans le village de Jeanlin. Il y avait 2000 fermes brasseries au début du siècle dernier dans le département du Nord. Donc chaque village avait sa brasserie. Oui, ça représente quelque chose parce que la brasserie est un complément d'activité. C'est les fermes brasseries. L'été, on exploitait les champs généralement. Et en hiver, comme l'activité agricole diminuait, on avait cette activité complémentaire de brasser de la bière pour pouvoir abreuver l'été les ouvriers agricoles. Donc voilà, c'était un cercle un peu fermé comme ça. Après cette première période-là, l'implantation dans le village de Jeanlin a une vraie signification et mettre le nom Jeanlin sur nos bières a une vraie signification. Mon grand-père et mon arrière-grand-père faisaient travailler des familles complètes, c'est-à-dire qu'on a eu des fratries qu'on travaillait à la brasserie. 4 frères, 5 frères, on faisait vivre une famille complète. Aujourd'hui, toujours, j'ai toujours le père et le fils qui travaillent à la brasserie. Pour nous, c'est une certaine fierté pas de faire vivre des familles aujourd'hui parce que l'époque a un peu changé, mais d'avoir ce lien familial au-delà de notre famille Dhuicq, d'avoir aussi un lien familial chez chaque habitant finalement du village. Ton arrière-grand-père arrive ici en 1922, ensuite ton grand-père reprend la brasserie, puis arrive le tour de ton père évidemment.
Arrive le tour de mon père. Avant l'arrivée de mon père, il y a eu quand même 2 étapes importantes. Fin de la Seconde Guerre mondiale, début des années 50, mon grand-père a une idée marketing. Le marketing n'existe pas à l'époque, en tout cas je pense pas, mais une idée marketing un peu géniale, c'est de mettre de la bière dans des bouteilles champenoises et de les fermer avec un bouchon et un muselet. On est le premier brasseur français à mettre de la bière dans une bouteille champenoise. Et ça fait la renommée de notre brasserie et de notre bière. Et puis en 68, il met le nom du village sur nos bières. Mon papa arrive en 76 à la brasserie. Il travaille 14 ans avec mon grand-père avant de reprendre la direction. Voilà, c'est vraiment pour indiquer que les transmissions de génération en génération ne se font pas de manière brutale, mais c'est une vraie continuité. C'est une affaire de famille au-delà de diriger une entreprise. C'est qu'on a ça dans le sang finalement depuis petit et puis on grandit avec jusqu'au jour où quelqu'un de la famille se sent de reprendre les rênes. Voilà. Et d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé avec toi, parce que tu es arrivé à la brasserie en septembre 2013, ça fait donc seulement 5 ans, mais déjà 5 ans, et puis il y a eu toute une période de tuilage avec ton père avant qu'il te donne les clés de la boutique. Je suis arrivé effectivement il y a 5 ans à la brasserie, sachant que la décision avait été prise 5 ans auparavant, donc il y a déjà 10 ans, la projection de rejoindre la brasserie était actée. On discutait des modalités avec mon papa. Ce qu'on a voulu, et très clairement, et ça s'est très bien passé, c'est d'avoir une vraie transmission du savoir-faire, du savoir-être aussi, parce qu'il n'y a pas qu'un savoir-faire dans une entreprise, mais il y a un savoir-être. Il y a des équipes qui sont là depuis 30 ans ou 40 ans, et donc c'est toujours un peu difficile. Je veux bien le comprendre, de voir arriver un petit jeune qui n'a pas forcément une grande expérience pour les guider sur un autre chemin. Donc voilà, cette transition, elle se fait petit à petit. Et puis moi, j'ai voulu aussi apprendre le métier. J'ai fait une école de commerce, je suis allé dans la finance derrière. Brasser n'était pas mon métier, donc j'ai repris des études de chimie, des études de physique. J'ai brassé avec les équipes avant de me dire, j'ai peut-être quelque chose à vous apporter dans une direction ou dans une autre. Et le fait de travailler en famille, ça se passe comment ? Ça se fait toujours dans une bonne ambiance ou il peut y avoir quelques tensions ? J'imagine qu'il y a des désaccords, forcément. C'est ma plus grande chance, elle est là, c'est la relation que je peux avoir avec mon papa. Je ne suis pas sûr qu'il ait eu la même relation avec mon grand-père à l'époque, mais on a une vraie relation de confiance, on ne s'est jamais engueulé. Après, c'est aussi dans notre caractère, c'est qu'on ne monte pas forcément la voix. Mon papa, qui a vécu cette période de transition pendant 14 ans, a eu l'expérience de savoir comment ça se passait et du coup a voulu juste me donner les armes pour pouvoir diriger cette entreprise de la meilleure des manières. Il n'y a pas eu d'engueulade, il y a eu une relation de confiance, une discussion tous les jours. En fait, on a eu un rituel, c'est que tous les matins, quand j'arrivais à la brasserie, mon père arrivait plus tôt parce que c'était vraiment un lève-tôt, mais tous les matins quand j'arrivais à la brasserie, on passait 1 heure ensemble. Voilà. Et on parlait de tout. Et si on n'avait pas de sujet de boulot, on parlait de famille. Oui, donc la transmission, c'est quelque chose qui se fait petit à petit et effectivement pas du jour au lendemain. Pas du jour au lendemain. Mon papa est en retraite là depuis janvier de cette année et je le vois encore 1 à 2 fois par semaine parce que je suis pas sûr que la transmission s'arrête aussi à un moment donné. C'est-à-dire que je pense que tant qu'il sera là et en capacité à me donner des idées, des envies, des conseils, je l'utiliserai. Voilà. Il veille au grain ? Il veille au grain, il veille au malt. Tu n'as pas encore 40 ans, hein, Mathieu. Tu viens de reprendre la direction de la brasserie. Alors tu disais, c'est pas évident d'arriver petit jeune auprès de gens qui sont là depuis 30 ou 40 ans. Justement, quelle est ta vision des choses ? Comment est-ce que tu envisages l'avenir de la brasserie d'Huic ? Quelles sont les orientations que tu veux donner peut-être à l'évolution de la gamme, à l'évolution des installations, à l'évolution du marché finalement ? Quand je suis arrivé à la brasserie, j'avais déjà une idée précise de ce que je voulais faire dans un premier temps. J'ai toujours eu le sentiment que la marque Jeanlin avait une très très belle notoriété, mais parfois avait un déficit d'image. Donc le premier travail que j'ai voulu mener, c'était de revaloriser la marque Jeanlin. Donc c'est passé par un changement de bouteilles, de packaging, de bloc marque, voilà, tout un travail de marketing et de communication. Et puis par une revalorisation du prix de vente en magasin.
je ne comprenais pas la différence qu'il pouvait y avoir entre nos produits et les produits et les bières de certains de nos confrères et amis brasseurs. Donc ça, c'était un gros travail qui nous a pris 2-3 ans et que j'ai mené avec mon papa. C'est-à-dire que, encore une fois, on parlait de transmission, mais il m'a suivi dans ce projet de revalorisation de la marque Jeanlin. Je suis un amoureux de cette marque-là, c'est mon ADN, c'est mon histoire. Ça restera le pilier de l'entreprise. À côté de ça, on connaît le marché de la bière aujourd'hui qui est en pleine croissance, qui est ultra dynamique. On est poussé par tout le monde, de partout. Il y a 1300 brasseries aujourd'hui en France. C'est pas qu'un phénomène franco-français, c'est aussi un phénomène mondial. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, ça pousse de partout. J'ai une crainte, c'est que la brasserie soit d'une certaine manière ringardisée, avec son vieux produit, sa vieille histoire. Donc il faut qu'on soit capable de s'appuyer sur notre histoire, sur ce pilier, mais qu'on montre du dynamisme. On bâtit de nouvelles recettes, de nouvelles bières, de nouveaux produits avec notre savoir-faire. Et puis on a créé une nouvelle marque il y a maintenant 2 ans qui s'appelle La Bise, qui est destinée à une autre cible de consommateurs, peut-être un peu plus jeunes, sur des bières, on va dire plus simples, des bières rafraîchissantes. Donc il y a la Bise blonde et puis il y a une blanche et une blanche aromatisée aux fruits rouges. L'idée, c'est de grandir avec le marché. On est quand même dans un environnement qui est juste fabuleux, c'est top. Nous sommes des amoureux de la bière depuis toujours. On a un marché qui est en croissance à 2 chiffres. La bière, c'est que des moments de convivialité. Donc en fait, on s'amuse. Voilà. On a un vrai amusement et l'idée, c'est de continuer à s'amuser. Alors après, on a un outil derrière qu'il faut faire évoluer. On investit 1,5 million d'euros dans l'outil de fabrication tous les ans, ce qui est quasiment 10% de notre chiffre d'affaires. Donc il y a aussi une réalité derrière de continuer à faire progresser nos installations pour pouvoir répondre au marché. Et en même temps, c'est vachement dynamisant de voir des jeunes brasseries qui arrivent et qui bousculent un peu les codes face aux vieux dinosaures comme la brasserie de Vic, qui a quand même 90 ans, enfin, faut pas se le cacher. Du coup, ça fait quoi? Ça booste? Nous, on l'a vraiment pris comme une chance. Il faut savoir que mon grand-père et mon papa se sont battus pendant des années pour valoriser la bière et valoriser la bière de spécialité. Donc finalement, ce qui arrive aujourd'hui sur le marché, c'est presque une bénédiction, une satisfaction personnelle de se dire ça y est, enfin, on n'a plus honte de ramener de la bière à un apéro, on n'a plus honte de mettre de la bière sur une table d'un bon restaurant. Nous, on était persuadés de ça, on vit avec ça depuis toujours. Et ce dynamisme apporté par les nouvelles brasseries, c'est une chance. C'est une chance parce que, d'un côté, il faut se le dire, ça nous pousse aux fesses pour continuer à progresser et à avancer. Et puis, le regard des consommateurs, des amoureux de la bière, a changé. Aujourd'hui, on touche une population de plus en plus large qui s'intéresse, qui a envie de découvrir certains goûts. Ça passe par le houblon, ça passe par les techniques de houblonnage, ça passe par la qualité du malt, par la qualité des bières, par la qualité de l'eau. Tout cet environnement-là est pour nous dynamisant et c'est une véritable chance. Et en même temps, une recette comme celle de la Jeanlin Ambrée n'a jamais changé. La recette de la Jeanlin Ambrée n'a jamais changé et elle représente toujours 60% de notre chiffre d'affaires. Donc c'est incroyable, voilà, je le dis souvent à mes équipes, on a une pépite entre les mains, il faut la cajoler, la défendre, la valoriser, et puis à côté de ça, il faut s'amuser, parce qu'on n'est pas aussi à l'abri d'un autre succès avec d'autres bières. Donc voilà, on a une chance, voilà, il faut en profiter. La pièce où on se trouve là actuellement, c'est ton bureau, mais c'est aussi la pièce où est né ton grand-père, c'est la pièce où a grandi ton père, où ton grand-père t'a fait sauter sur ses genoux quand tu étais enfant. C'est une pièce qui est chargée d'histoire, on est dans la maison familiale. Nous sommes dans la maison familiale. Quand je suis arrivé il y a 5 ans à la brasserie, j'ai pu sentir finalement cet héritage-là. Effectivement, moi j'y ai grandi d'une certaine manière, même si j'y ai pas habité, mais j'y passais toutes mes vacances et beaucoup de mes week-ends. J'ai appris à faire du vélo dans le couloir qui est derrière la pièce dans laquelle on se trouve. Mon grand-père est né dans le bureau dans lequel je m'installe tous les matins. Voilà, c'est... rien que d'en parler là, je sens une certaine émotion, voilà, et cette émotion-là, on vit avec. Ça nous porte d'une certaine manière, ça nous donne une responsabilité sur ce qui a été fait auparavant, et ça nous donne envie de continuer le plus longtemps possible, et puis de pourquoi pas transmettre à une prochaine génération un jour. On va aller visiter les installations. On va visiter les installations, on va sortir de la maison familiale. Il faut imaginer la maison familiale dans une ferme à l'ancienne, une ferme carrée,
Alors, ça s'est forcément un petit peu transformé, mais on va commencer par la cour. Au milieu de la cour se trouve un puits, dans lequel, alors le puits a été transformé en forage, mais dans lequel on va chercher l'eau qui nous permet de faire la bière. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a encore et toujours, l'eau qui est utilisée pour l'ensemble de nos bières, l'ensemble de nos brassins, provient de sous nos pieds. C'est-à-dire qu'on vient chercher l'eau qui se trouve sous nos pieds pour mettre en œuvre nos bières. Et puis après, on va aller dans la salle de brassage qui est collée à la maison. Et historiquement, elle a toujours été collée à la maison. Et donc, c'est des souvenirs d'enfance pour moi, d'enfance pour mon papa. Quand je dormais le week-end chez mes grands-parents, on était réveillés par le brassin, par le bruit du brassin, par les odeurs, par la maison tremblait un petit peu. Et c'est toujours le cas. Quand on lance les brassins aujourd'hui, les murs de la maison tremblent. Et voilà, c'est plein de souvenirs. Voilà, donc là on vient de traverser la cour et on arrive dans ce premier bâtiment où on est accueilli au laboratoire. Laboratoire qui est une étape fondamentale aujourd'hui, qui fait à la fois des contrôles sur le process, donc sur la bière en fabrication, et qui fait des contrôles sur le produit fini. C'est une étape qui est devenue importante et cruciale. Aujourd'hui, le consommateur demande d'avoir une bière dont le goût et la qualité ne varient pas, ce qui était moins le cas il y a quelques années, et notamment du temps de mon grand-père. Je me souviens les premières bières que je buvais avec mon grand-père, il pouvait y avoir des variations de goût, et ce qui faisait à la fois parfois le charme de ces dégustations-là. Aujourd'hui, il y a plus de contrôle, et ça reste une étape importante. Ouais. Voilà, alors après le labo, on a monté quelques marches et on se retrouve au premier étage de la salle de brassage avec des cuves impressionnantes, alors évidemment tout inox, rutilantes. Oui, on en parlait en sortie de laboratoire, mais l'hygiène est importante, donc on veille à garder nos installations les plus propres possibles. La salle de brassage est une nouvelle salle de brassage également, parce qu'elle date de décembre 2014, en remplacement de l'ancienne salle de brassage qui datait de 85. Comme je vous expliquais, mon papa est arrivé en 76 à la brasserie, donc il a eu sa nouvelle salle de brassage. Donc moi, quand je suis arrivé à la brasserie, j'ai réclamé ma nouvelle brasserie. Je plaisante bien évidemment, mais on était sur un outil, sur un ancien outil qui devenait vraiment compliqué à travailler. Et avec une particularité, c'est qu'on faisait des brassins de 250 hectolitres, ça fait 25 000 litres, ce qui est un peu compliqué dans un marché qui a tendance à s'atomiser en termes de produits. Et donc dans notre volonté de faire des nouvelles bières, ça devenait compliqué parce que ça faisait tout de suite des gros volumes. Donc on a construit une nouvelle salle de brassage en 2014 avec des brassins qui ne font plus, même si ça reste impressionnant, que 125 hectolitres. La salle de brassage est composée de 4 cuves. La première cuve, c'est la cuve d'empâtage, classique, qu'on peut retrouver dans chaque brasserie. Nous, on travaille sur 4 paliers de température différents, avec un premier palier autour d'une quarantaine de degrés, on finit à 72 degrés. 2 heures d'empâtage pour chaque brassin. Une fois qu'on a passé la cuve d'empâtage, on va dans la cuve filtre. Nous, on travaille avec une cuve filtre à fond plat. D'autres brasseries peuvent travailler avec des filtres presse type Meura, mais nous, historiquement, on a toujours travaillé avec une cuve filtre à fond plat. Alors, on a moins de rendement, moins de productivité, parce que c'est 2 heures de filtration à chaque fois. Mais on est persuadé que d'aller tirer le mou à travers l'écorce de malt tranquillement donne une saveur particulière à nos bières. La troisième cuve, c'est une cuve d'ébullition. Là où généralement on va intégrer le houblon dans le process. On travaille avec différents types de houblons, des houblons aromatiques, des houblons amérisants. Une heure d'ébullition. Et puis la dernière cuve, c'est un whirlpool, technologie qui est relativement nouvelle, puisque avant nous on utilisait un bac décanteur. Donc un brassin complet chez nous, c'est 8 heures. On enchaîne les brassins généralement et on en réalise 4 dans une journée de 12 heures, 12h30. Alors on va parler de cette cuve Whirlpool, puisque c'est nouveau, c'est un nouveau procédé qui est en fait une alternative aux cuves habituelles coniques. C'est une alternative, c'est une technologie qui est relativement récente. Ce que je disais effectivement, c'est qu'avant on utilisait un bac décanteur, donc on a une grande cuve en hauteur et puis on laissait décanter le mou en sortie d'ébullition pour tirer au clair le mou, et finalement le dépôt qui se créait au fond de la cuve était évacué. Aujourd'hui on utilise un whirlpool. La particularité, c'est qu'il y a une cuve vide, moins grande, moins haute, qui prend moins de place. On fait rentrer le mou par le côté de la cuve et on l'évacue par
par le côté opposé. Et en fait, le fait de faire rentrer le mou sur le côté crée une force centrifuge et le dépôt va être récupéré grâce à cette force centrifuge. Le dépôt est revalorisé, c'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle le trub chaud chez nous, et on le réintroduit dans la cuve filtre pour venir tapisser le fond de la cuve filtre, ce qui évite de créer un déchet supplémentaire. On a vraiment essayé de penser cette salle de brassage de la manière la plus écologique et économique, c'est-à-dire que chez nous, écologie et économie sont deux mots qui sont à chaque fois liés. Sur la cuve d'ébullition, par exemple, on a une cheminée qui est qui sort pas vers le toit, c'est-à-dire qu'on vient récupérer les vapeurs qu'on vient recondenser et on récupère de l'eau chaude qui va nous servir pour commencer l'empâtage à une 40aine de degrés. Donc voilà, on a essayé de faire un outil le plus écologique et économique possible. Alors là, on est redescendu et on se trouve sous la salle de brassage, sous les cuves. J'aime toujours faire la transition entre le haut de la salle de brassage où tout paraît très simple et où c'est un peu romantique la création de bière. Une fois qu'on descend sous la salle de brassage, on peut se rendre compte de la complexité finalement. Faire de la bière, c'est pas si simple. C'est une certaine chimie, une certaine alchimie et certains dosages à trouver. Et donc il y a beaucoup de tuyauterie, beaucoup de process de chauffe, de traversage de cuve à cuve, de prise de contrôle d'échantillons pour s'assurer que ce qu'on est en train de faire est correct. Voilà, ça reste impressionnant. Et puis on comprend mieux le temps d'installation d'une salle de brassage comme ça, parce que c'est 6 mois de travaux et 2,5 millions d'euros d'investissement. Voilà. Donc on sort de salle de brassage et on se dirige vers la salle de fermentation. La salle de fermentation est composée de 9 tanks de fermentation, de chacun 1000 hectolitres, donc 100 000 litres. Ce qui veut dire un tank de fermentation, on ne les remplit jamais complètement parce qu'il y a un dégagement de CO2 qui va se réaliser pendant la fermentation. Donc on les remplit aux 3/4. Donc on va y mettre dans chaque tank de fermentation 6 brassins de chaque recette. Chez nous, on fait que de la fermentation haute. C'est-à-dire qu'on tourne autour de 24 degrés. On introduit de la levure dans la cuve de fermentation. La levure va consommer le sucre qui a été produit en salle de brassage par transformation du malt d'orge en sucre fermenticible et va créer de l'alcool et du CO2. Cette fermentation principale dure chez nous une bonne semaine. C'est un gros 7-8 jours. Et au bout des 7-8 jours, la levure qui a fait son boulot vient se déposer dans le fond de la cuve, on l'évacue, on en récupère une partie parce que nos levures vont travailler 8 à 10 fermentations différentes. Et puis on va transférer la bière, parce que ça y est, en sortie de fermentation, on a de la bière, dans la salle de garde qui est juste à côté de la salle de fermentation, où là on a 20 cuves de garde qui nous permet de garder nos bières entre 3 semaines et 4 semaines en fonction du type de bière. Et là, on va garder la bière autour de 0 degré, entre 0 et 2 degrés, ce qui va permettre de donner une maturation à la bière, de développer ses qualités organoleptiques. Les alcools secondaires vont pouvoir se développer, les esters. La bière va se décanter aussi un petit peu, elle va s'éclaircir un petit peu. Voilà, c'est un process qu'on a toujours utilisé chez nous. C'est un process historique dans les brasseries du nord de la France, qui est parti un petit peu en désuétude, parce que ça demande beaucoup de place, beaucoup d'investissement. C'est pas très rentable. Si on regarde un compte de résultat, faire de la garde, ça n'apporte rien. Par contre, nous, on est persuadés qu'au niveau de la qualité de nos bières, ça apporte beaucoup. Donc c'est un process qu'on n'a jamais abandonné, sur lequel on continue de croire. L'année prochaine, on réintroduit 8 nouvelles cuves de garde. Voilà, c'est un des piliers. Tout à l'heure, je parlais de piliers avec l'agent Lambray. L'autre pilier, c'est le process de bière de garde. Donc là, la bière va se reposer pendant 3 à 4 semaines et ensuite, elle va être mise en bouteille. Elle se repose, elle se développe pendant 3 à 4 semaines. En fonction du type de bière et de ce qu'on veut dans la bouteille, il peut y avoir une dernière étape qui est la filtration. Là, on a encore une bière qui est trouble, parce qu'il y a des résidus de levure, il y a un peu de résidus de paille, de malt d'orge qui peuvent encore exister dans la bière.
Donc on peut passer sur une dernière étape qui est la filtration pour rendre nos bières limpides. Ce qui est le cas sur la plupart de nos bières. Aujourd'hui, on a quelques bières qui ne passent pas par la filtration et qui sont directement conditionnées après la période de garde. Quoi qu'il arrive, la bière est prête à être consommée et prête à être mise en bouteille après une période de garde. Elle est bonne pour la consommation. Il n'y a pas une refermentation Non, nous on n'a jamais fait de refermentation en bouteille. Ça reste un de nos projets aujourd'hui. Mais on est pas équipé pour ça, donc ça demande aussi un peu d'investissement à la fois sur la soutireuse et à la fois dans l'entrepôt parce qu'il faut une chambre chaude. On parlait de fermentation principale à 24 degrés. Une fois qu'on veut faire de la refermentation en bouteille, il faut un espace de stockage chauffé à 24 degrés avec une température constante et une température ventilée dans l'ensemble du bâtiment. Donc c'est des investissements qu'on a prévus pour les prochains mois. Ça ne sera pas forcément en 2019, mais on espère être prêt en 2020 pour pouvoir faire la première bière triple, 3 fermentations à la brasserie du Wic. Alors on vient d'entrer dans la salle de conditionnement où il y a tout un tas de machines, puisqu'effectivement il y a différentes sortes de conditionnement, principalement de la bouteille, de la canette et du fût. Oui, on a 3 lignes de conditionnement, une ligne de conditionnement bouteille sur lesquelles on va pouvoir faire les conditionner en bouteille 75 centilitres, en bouteille 25 centilitres, en bouteille 33 centilitres. On a une ligne de conditionnement fût où on va faire du fût inox 20 litres ou 30 litres, et une ligne de conditionnement canette ou boîte alu qui va nous permettre de faire des canettes de 50 centilitres, 33 centilitres, 33 slick, 44 centilitres. Enfin là, on a tout un éventail de formats différents. Sur la ligne de conditionnement bouteille, on tourne à 22 000 bouteilles heure en bouteille 25 centilitres et à 14 000 bouteilles heure en bouteille 75 centilitres. Ce qui est des rythmes de conditionnement relativement élevés pour une brasserie comme la nôtre, parce que je me considère comme une petite brasserie, on n'est pas un gros industriel, mais on est relativement performant sur le conditionnement. Les étapes de conditionnement, que ce soit pour une bouteille ou une canette sont les mêmes. On a une première machine qui va permettre de nettoyer l'intérieur de la bouteille, ce qu'on appelle une rinceuse. C'est le risque principal d'un brasseur, c'est le morceau de verre qui pourrait rester dans une bouteille, donc c'est vraiment un point d'intention particulier. Après, la bouteille suit son chemin, rentre dans une soutireuse, donc on rentre une tige dans le fond de la bouteille et on vient verser la bière par le fond et la tige remonte doucement. L'idée, c'est d'éviter de créer trop de mousse. Si je verse par le haut, j'ai que de la mousse dans ma bouteille, mais j'ai pas le liquide. Chez nous, on essaye toujours tout de même de créer un peu de mousse en sortie de soutireuse avant de capsuler ou avant de mettre un bouchon, parce que on veut se protéger contre l'oxydation, contre l'oxygène, et il y a moins d'oxygène dans de la mousse que dans de l'air. Donc toujours un petit dégagement de mousse. Et puis après, la bouteille suit son chemin, on va étiqueter la bouteille et puis la mettre soit en carton, soit la mettre dans un pack. On poursuit notre visite et là on se retrouve devant des montagnes de canettes, de boîtes en alu, mais elles sont vides. Alors on est dans la partie stockage avec différenciation sur les matières, ce qu'on a appelé matières sèches, donc l'emballage qui va être utilisé pour le conditionnement, et puis les produits finis. Donc là on est devant effectivement des montagnes de canettes alu vides avant conditionnement, et la particularité c'est qu'on peut voir différentes marques. On a une autre activité au-delà de faire des très bonnes bières et d'essayer de les vendre, c'est qu'on conditionne de la bière pour d'autres brasseurs, pour des brasseurs belges, pour des brasseurs français qui nous envoient leur bière en camion-citerne, et puis on va faire la prestation de conditionnement en canette à libre pour eux. Donc on a sous les yeux des Lyrium très minces, on fait Blanche de Bruxelles, La Bûche, Cuvée des Trolls, pour ne citer que. Alors quel est l'intérêt pour ces brasseurs, qui sont quand même des gros brasseurs qui ont pignon sur rue en Belgique, de venir se faire emballer dans une brasserie française ? La ligne de conditionnement de canettes alu est un investissement relativement important parce que c'est au-delà de 2 millions d'euros pour cette ligne de conditionnement. Nous, si on avait dû le faire que pour nous, la ligne n'aurait pas été rentable. C'est-à-dire qu'on n'a pas assez de volume aujourd'hui sur nos canettes pour rentabiliser la ligne. Et les autres brasseurs qui ont, on va dire, une taille équivalente à la nôtre, ou un peu plus gros, un peu plus petit, n'ont pas non plus les moyens de mettre une ligne de conditionnement de ce type
uniquement pour leurs propres besoins. Donc nous, quand on a installé cette ligne-là, notre première idée, c'était d'aller chercher d'autres brasseurs et de leur proposer cette prestation-là. Ils ont adhéré relativement rapidement et aujourd'hui, c'est une activité qui se développe. La canette alu qui était un peu décriée et beaucoup en France, et le format de prédilection des craft beer anglo-saxonnes ou américaines. Les 5 dernières minutes avec la traditionnelle dégustation. On commence, Mathieu, par... On va commencer par une IPA, donc c'est une première pour nous, c'est la première IPA de la brasserie. On parlait de ce que j'avais pu amener. Mon idée, c'est d'amener des nouvelles recettes. Alors l'IPA, beaucoup de gens connaissent, certains ne connaissent pas. Donc IPA, Indian Pale Ale, c'est une bière traditionnelle, une bière anglaise traditionnelle, qui était une bière plus houblonnée. Le but, c'était d'envoyer les bières anglaises dans les colonies indiennes. Et donc pour protéger la bière sur le voyage entre l'Angleterre et les Indes, les brasseurs anglais chargeaient en houblon, parce que le houblon a une vertu de protection de la bière, et puis ça permettait également de cacher certains faux goûts qui pouvaient arriver sur la bière au bout de quelques mois. Donc c'est des bières plus houblonnées qu'à l'habitude. C'est revenu à la mode, les Américains ont relancé la mode des IPA il y a maintenant une dizaine d'années, et ça a touché la France, on va dire, depuis 4-5 ans maintenant. Alors nous, on a voulu une bière plus houblonnée, mais sans partir dans un extrême. Je considère qu'une bonne bière, c'est une bière qu'on a envie de reboire, c'est-à-dire que le premier verre ne suffit pas. Donc je trouve ça très intéressant que certains brasseurs fassent des bières très typées, mais moi j'ai envie, quand je bois une bière, de finir mon verre, et si je considère qu'elle est bonne, je vais la recommander, et c'est les bières que j'ai envie de faire ici à la brasserie. Donc on a fait une bière un peu plus houblonnée, c'est une bière blonde qui a une très jolie couleur un peu dorée, et on n'a pas travaillé forcément avec des houblons fortement aromatiques type agrumes, comme on peut voir beaucoup, mais on a travaillé avec des houblons des houblons aromatiques qui vont donner un goût très floral à la bière, très sur le bois vert, sur le côté forêt, jardin, etc. Voilà, c'est une bière qui prend le temps de se déguster. Santé. Il y en a combien ? Il y en a 10 ? Il y a 10 bières différentes, donc ce que je te propose, c'est pas forcément tout goûter. J'ai fait une petite sélection, donc je voulais présenter en premier temps l'IPA, parce que c'est une nouveauté de la brasserie et quelque chose, voilà, d'un peu décalé. La deuxième bière que je voulais présenter, c'est l'Humeur du Brasseur. L'Humeur du Brasseur, c'est une bière en édition limitée, mais comme son nom l'indique, elle reflète l'humeur du brasseur, c'est-à-dire que c'est une bière dont la recette va changer 1 à 2 fois par an. Et on va essayer de travailler quelque chose de différent, d'inhabituel, de décalé, de se raccrocher parfois à une inspiration, une musique de film, ou parfois se raccrocher à quelque chose de plus terreux, de plus local. Sur la troisième édition de l'Humeur du Brasseur, je propose une bière brassée à la chicorée. Le Nord est une terre de chicorée, donc avec une entreprise qui est connue et reconnue, l'entreprise Leroux à Orchy. Et donc on a eu cette idée d'introduire de la chicorée dans le brassage. J'insiste sur ce point-là. C'est-à-dire que ce n'est pas une bière aromatisée à la chicorée, c'est une bière qui est réellement brassée avec de la chicorée dans la phase de brassage. Alors, ce qui est étonnant, c'est qu'on est parti sur une recette de bière blonde avec des maltes pâles, et qu'au final on a une bière ambrée, parce que la chicorée va donner une couleur à la bière, ça c'est un premier point. Et puis la chicorée va apporter d'autres choses à la bière, elle va apporter une amertume. Alors on a de l'amertume via le houblon, mais là on va avoir une amertume un peu différente. Moi, ce que je ressens au nez et dans les premières notes en bouche, c'est une amertume qui peut un peu plus sèche, et qui peut s'apparenter, si vous êtes amateur d'endives ou de chicon, comme on dirait dans le Nord, de cette petite pointe d'amertume du chicon. Bonne dégustation. Troisième dégustation, la plus traditionnelle des bières de la brasserie d'Huic, l'Agenda Ambré, qui a été aussi la première bière, alors dont la recette revient à ton arrière-grand-père.
C'est une étape obligatoire. Moi, quand je fais déguster mes bières, j'ai toujours envie de refaire goûter cette bière-là à nos consommateurs qui ont parfois oublié le goût de la Jean-Lambray. Et pourquoi je veux le faire ? Parce que moi, j'ai grandi avec cette bière-là. Mais les premières bières que j'ai bues, c'est de la Jean-Lambray. Ça m'a accompagné. Et c'est une bière où généralement on se dit oh là, Lambray, ça va être fort, ça va être puissant, ça va être trop chargé, ça va être. Moi, je suis un petit buveur de bière, j'aime bien les bières légères, les bières rafraîchissantes, et on se donne une fausse image de cette Jean-Lambray. Vous allez voir en la dégustant, on est certes sur des notes de malt assez prononcées, sur des notes de pain cuit, mais il y a une douceur qui est amenée par le malt également. Il y a une rondeur sur cette bière, la haute fermentation joue beaucoup, la garde joue énormément. J'aime beaucoup surprendre de nouveau avec cette bière-là, parce qu'on sent dans le regard des gens qu'ils sont surpris et agréablement surpris par cette bière. Voilà, c'est une bière que j'aime, tout simplement. Alors jamais 3, 104, la quatrième ? Alors la quatrième, qui est une bière qui est non commercialisée, donc c'est notre petit plaisir en interne. C'est une bière que j'ai appelée Talking to Félix. Et Félix, c'est le nom de mon arrière-grand-père. J'ai voulu une bière pour lui rendre hommage, même si je ne l'ai pas connu. J'ai connu mon arrière-grand-mère, mais je n'ai pas connu mon arrière-grand-père. Et j'ai essayé d'imaginer le goût des bières de l'époque. J'ai voulu essayer de me remettre dans leurs conditions de salle de brassage, dans leurs conditions d'appareils pour conditionner. Donc je voulais un truc un peu plus fermier. Voilà. On parlait de ferme brasserie tout à l'heure. Je voulais un truc d'un peu plus directement sur le malt, un peu plus cru, un peu plus direct. C'est une bière pour les amoureux de la brasserie du Hic, mais pour mes salariés, pour les quelques privilégiés qui tournent autour de nous. Et puis quand je me sentirais et quand j'aurais fait une bière en hommage à ma grand-mère, parce qu'il y avait pour moi eu, au-delà de mon père évidemment et de mon grand-père qui ont eu une importance fondamentale dans l'évolution de la brasserie, et il y a mon arrière-grand-père qui est le fondateur, et puis il y a ma grand-mère qui a été le socle de cette entreprise, qui l'a fait passer d'une petite brasserie familiale du coin à entreprise. Et donc je réfléchis à lui rendre hommage via une bière. Et voilà, quand je lui aurai rendu hommage, peut-être que j'en ferai profiter un plus large public que les salariés de la brasserie et les amoureux de notre brasserie. Merci à Mathieu Dhuicq de nous avoir accueillis à Jeanlin, dans la brasserie Dhuicq. Vous aurez remarqué que nous avons débuté en parlant de la famille, nous avons conclu en parlant de la famille. C'est dire si l'âme des ancêtres imprègne encore aujourd'hui cette brasserie qui a bien grandi au fil du temps et qui produit aujourd'hui, je vous le rappelle, 90 000 hectos à l'année. Pour en savoir plus sur la brasserie et sur ses bières, rendez-vous sur le site jeanlin.fr. Rendez-vous aussi sur l'Instagram du Podcapsuleur où je vous invite à découvrir en images la brasserie Dhuicq. On se retrouve aussi sur Facebook et sur Twitter. Et dans 15 jours, nous découvrirons une autre brasserie des Hauts-de-France. D'ici là, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, rajouter plein d'étoiles sur les différentes plateformes d'écoute de podcasts, iTunes, Google Podcast, Deezer, Spotify, TuneIn, etc. Et souvenez-vous, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, alors savourez, mais sans forcer.